Toute personne regardant la réalité en face le sait parfaitement, l'une des façons d'islamiser la France consiste à s'habiller en vêtements islamiques. Tout cela est d'une simplicité d'une simplicité islamique. L'on ne compte plus les femmes musulmanes qui se baignent ostensiblement en burkini et arpentent consciencieusement les plages pour être bien vues de tous et de toutes pour un prosélytisme assumé. L'on ne compte plus les femmes musulmanes voilées qui arpentent consciencieusement les centres de nos villes pour être bien vues de tous et de toutes pour un prosélytisme assumé. Et maintenant, sus aux établissements scolaires. Depuis la rentrée de septembre, l'on ne compte plus les incidents dans les collèges et lycées, incidents provoqués par la tenue des élèves musulmans, garçons ou filles. Les garçons sont entortillés dans des pantalons islamiques, sorte de vêtements difformes qui les fait ressembler à des 68ards sauce Cohn-Bendit. Les filles sont emprisonnées dans des vêtements islamiques, la tête bénéficiant d'un voile protecteur et la totalité du corps d'un vêtement ne laissant pas voir le moindre centimètre carré de peau. Comme toujours, la puissance publique pérore et ne fait rien, et en fait d'autant moins que le ministre de la Déséducation nationale est en fait enchanté par cette situation prometteuse d'islamisation accélérée de notre pays. Il y a encore quelques attardés mentaux qui osent dire qu'il est impossible d'interdire le vêtement islamique pour les femmes puisque les bonnes sœurs catholiques portent publiquement des habits religieux. En proférant une telle stupidité, ces brillants intellectuels ne se rendent même pas compte qu'ils transforment en membres du clergé musulman les centaines de milliers de femmes musulmanes qui ne laissent voir, et encore, qu'une toute petite partie de leur visage. Ces centaines de milliers de femmes musulmanes prosélytes étant à rapprocher des quelques rares bonnes sœurs catholiques qui portent encore le vêtement religieux. En outre, il suffit d'écouter les prêches des plus grands prédicateurs musulmans ou des plus grands intellectuels musulmans. Tous déclarent que répandre en Occident l'habit musulman est un impératif absolu pour accélérer son islamisation. Ainsi, et une fois de plus, tous les indicateurs de l'islamisation à grande échelle et à grande vitesse de nos pays occidentaux sont désormais au vert. Pauvres de nous, je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis téléspectateurs, vous savez depuis des années que mon cœur balance très fort du côté de la plantureuse et séduisante Marlénou Schiappa d'Amour, au charme irrésistible et qui m'a fait tomber dans ses filets. Pourtant, depuis quelques mois, mon cœur balance très fort du côté de la merveilleuse, éclatante, rayonnante Sandrine Rousseau, dont je rêve désormais nuit et jour tant elle est séduisante. Il faut dire qu'elle est fascinante, cette femme féministe, écologiste, gauchiste, boboïste, qui parcourt tous les médias à la vitesse de l'étoile filante, qui ne cesse d'intervenir à l'Assemblée nationale, qui ne cesse d'intervenir d'ailleurs partout, à temps et à contre-temps, pour dire des choses absolument passionnantes. Et soyons clairs, avec Sandrine Rousseau, ça sent le roussi grave que je cause. Quelques exemples au hasard de ses interventions multiples. Lorsqu'elle est interrogée sur son dernier livre consacré aux violences sexuelles, là, messieurs, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, nous sommes tous des obsédés et méritons tous ou presque la prison. Car si nous n'avons pas encore commis de violences sexuelles, courage, cela viendra forcément, pas d'inquiétude. Lorsqu'elle parle de la malheureuse peinture de ce bon Van Gogh qui était tranquillement exposé dans un musée, la peinture, pas Van Gogh, et qui ne demandait rien à personne. Elle parle avec des trémolos dans la voix du potage concocté par des écolobobos qui ont eu la grande intelligence de vouloir nourrir cette peinture avec leur soupe écologique. La Sandrine qui sent le roussi trouve que cette action des écologistes était belle et bonne, ni plus ni moins. Et puis,
La Sandrine qui sent le roussi est capable de développer une gestuelle formidable lorsqu'elle se lève par exemple à l'Assemblée nationale et mime aux yeux de tous avec ses petits doigts agiles ce qui ressemble à un organe féminin intime. Et cela, c'est vraiment très beau, car il est plus courant de voir se dresser des doigts vengeurs qui ont la prétention de mimer un organe masculin intime. Là enfin, on change de registre, place à la féminité. Dans ces conditions, comment aurais-je pu échapper au filet que jette sur tout homme la Sandrine qui roussit, la Sandrine qui met le feu à votre cœur, la Sandrine qui aime tant les hommes qu'elle voudrait sûrement les posséder tous. Alors, désolé pour elle, mais la Marlénouche pas d'amour ne fait pas le poids. Désormais, en ce qui me concerne, il n'y en a plus que pour la Sandrine qui sent le roussi, et j'attends avec gourmandise ces prochaines prodigieuses déclarations qu'elle aligne au quotidien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sciences Po, méchamment appelée Sciences Po par des esprits grincheux et jaloux, veut s'afficher comme le modèle de la diversité, comme la diversité en marche, comme la diversité diversement diverse. Science cochon halal, comme disent les esprits grincheux et jaloux, est donc l'institution de la diversité dans toute sa splendeur lumineuse, radieuse et éclairante. C'est la raison pour laquelle une toute récente analyse du vote des élèves de cette célébrissime école revêt un immense intérêt. Toutes les diversités doivent s'y retrouver et se fréquenter aimablement dans une acceptation réciproque des différences. Sciences Po, porcherie paradisiaque. Alors, que raconte cette brillante étude sur le vote des élèves? Eh bien, cette brillante étude révèle que plus de 90% des étudiants de Sciences Po votent Mélenchon, Macron ou écolo. Qui vote pour Marine Le Pen? Qui vote pour Éric Zemmour ou autre souverainiste? À peu près personne. C'est peu. Donc, à Sciences Po, oui, la diversité culturelle est affichée et elle se traduit en fait par une uniformité politique la plus glauque. Car oui, cette uniformité culturelle est glauquissime car elle traduit l'incohérence complète de la pensée, s'ils en ont une, des étudiants de Sciences Cochon. Car enfin, comment peut-on être à ce point monolithique dans son action politique lorsque l'on est à ce point fou de diversité dans sa pensée exprimée? Car à Sciences Po, le maître mot est la diversité couplée avec un autre mot, la diversité, lui-même couplé avec un troisième mot, la diversité. Chez Sciences Po, il faut être divers dans l'uniformité, mais aussi uniforme dans la diversité. Bon, je ne suis pas très sûr de comprendre, mais ça n'est pas grave. Il faut donc rejeter violemment tous ceux qui s'opposent à l'utopie des étudiants de l'institution. Utopie égalitaire, utopie de Sciences Po. Cette situation est d'autant plus dramatique que les étudiants de ce qui fut autrefois un établissement prestigieux investiront dans quelques années les rouages de l'État et pourront donc mettre en pratique cette fausse diversité qu'ils proclament, qui est en fait une uniformité de la pensée au service des écolos bobos mondialistes. Lorsque l'on regarde les personnalités, entre guillemets, qui ont l'honneur d'être invitées à Sciences Po pour prodiguer aux étudiants leurs meilleurs conseils, l'on ne peut qu'être effaré par la pensée unique qui anime l'école. Pour faire court, tout bobo gaucho voit les portes s'ouvrir toutes grandes devant lui, alors que toute personnalité dite de droite n'a à peu près aucune chance d'être accueillie et écoutée. Tout cela est hautement lamentable, mais c'est ainsi, mais pas pour trop longtemps, j'espère. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Comme nous le savons, les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, permettant l'acheminement du gaz russe vers l'Allemagne, ont été, disons, détériorés, abîmés, esquintés, sabotés, quoi. La grande question que se pose le monde entier est la suivante: par qui ces installations stratégiques ont-elles été sabotées? Bien évidemment, le système médiatico-politique à la remorque des États-Unis a désigné le coupable. Le coupable est Vladimir Poutine, évidemment. À l'évidence, le président russe avait tout intérêt à saboter des installations stratégiques permettant d'acheminer le gaz russe vers l'Occident, plutôt que de tourner une simple manette pour couper toute livraison de gaz russe vers l'Occident. Décidément, le système politico-médiatique est d'une rare intelligence. Nous qui pensons qu'il est assez probable que les États-Unis et ses alliés aient tripatouillé dans cette sinistre affaire, nous sommes à l'évidence des crétins définitifs. Et pourtant, nous savons depuis longtemps que pour déclencher une bonne grosse guerre, les États-Unis ne reculent devant rien. Nous savons tous, par exemple, qu'au début du siècle, ils ont menti à haute dose à la face du monde entier en ce qui concerne l'Irak et ont déclenché une guerre dramatique contre ce pays en se fondant sur leurs bons gros mensonges. Mais cela semble assez habituel chez eux. Petit rappel historique. À la fin du XIXe siècle, l'Espagne avait perdu toutes ses magnifiques possessions des Amériques et son empire se résumait essentiellement aux Philippines et à Cuba. Territoire géré de façon compliquée depuis une métropole bien lointaine. Les États-Unis avaient décidé de placer ces territoires sous leur protection. Mais pour cela, il fallait une bonne grosse guerre avec l'Espagne, avec laquelle ils entretenaient pourtant de très bonnes relations. Ils développèrent donc une formidable flotte de guerre ultramoderne et préparèrent l'invasion de ces territoires de façon méthodique. Mais comment déclarer la guerre à l'Espagne? Eh bien, ce fut très simple. Un bateau de guerre américain, le puissant cuirassé dénommé le Maine, fit escale dans le port de la Havane. Et pendant que, par un hasard miraculeux, l'ensemble de l'équipage était à terre, le navire explosa le 15 février 1898. Les États-Unis déclarèrent immédiatement et scandaleusement la guerre à l'Espagne, alors que nous savons aujourd'hui qu'ils organisèrent eux-mêmes l'explosion de leur bateau. Pour l'honneur de l'Espagne, 4 croiseurs démodés, sachant parfaitement qu'ils allaient au suicide, quittèrent la métropole pour combattre la puissante flotte américaine. Et furent coulés en un rien de temps, car leurs canons ne leur permettaient même pas d'atteindre les navires américains. Parallèlement à cela, les armées des États-Unis, infiniment plus nombreuses que les maigres défenses espagnoles, prirent possession de Cuba et des Philippines au prix d'un nombre important de morts, et établirent ainsi leur protectorat sur les Philippines et sur Cuba. Pas très brillant tout ça, messieurs les cow-boys. Pour dominer le monde, les États-Unis ne reculent devant rien. Puissent-ils comprendre que dans l'affaire ukrainienne, leur jusqu'au-boutisme ne se traduirait pas par la destruction de quelques vieux croiseurs démodés, mais se traduirait plutôt par une sorte d'apocalypse générale. Je vous souhaite une très bonne soirée.